La tension est au maximum à l'Assemblée nationale. En jeu, eh bien, un texte de loi, celui de Mme El Khomri sur le travail, mais aussi la survie du gouvernement. Les portes claquent et les mots sont violents. On va en parler avec Karine Berger, députée socialiste ce matin. Ce matin des Hautes-Alpes. Bonjour Karine Berger, bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Alors, on va essayer d'aller vite. 6 motions de censure de la gauche, c'est en train de se discuter. Est-ce que vous la voterez? Donc, motion de censure qui répondrait à l'usage du 49.3 par le gouvernement. À ce stade, la discussion a lieu. Quelqu'un de notre courant, La Fabrique, nous représente à la discussion sur cette motion de censure portée à la gauche. C'est mon mouvement. Ça ne signifie pas qu'on va la voter. Ouais. Ça signifie probablement pas que je la voterai. En revanche, on a tenu à ce que quelqu'un de chez nous soit présent. Il faut, rappelons-le, 58 voix pour que cette motion de censure puisse exister. Tout à fait. Si pas de motion de censure de gauche, est-ce que des députés socialistes peuvent se reporter sur la motion de censure de la droite? Ça me paraît tout à fait hors de question. Ça me paraît tout à fait hors de question. D'abord parce que si il y avait repli sur une motion de censure de la droite, ça signifierait qu'on demande un gouvernement de droite. Ouais. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous ne me posez pas la question de savoir si les députés de droite vont se reporter sur une motion de gauche. J'allais le faire. Eh bien, probablement pas, puisque ça signifierait que les députés de droite veulent une politique encore plus à gauche que celle du gouvernement. Donc je pense que s'il y a motion de censure portée par une partie de la gauche, la droite ne la votera pas. Et s'il y a motion de censure portée à la droite, ça c'est sûr, la gauche ne la votera pas. Donc le gouvernement, sa survie n'est pas en jeu? Probablement pas. Enfin, n'est pas en danger? Probablement pas. D'accord. Alors, recours au 49.3, un 10 mai, j'ai lu votre tweet. Ça vous choque, c'est une erreur politique, avez-vous dit? Alors, de manière générale, l'utilisation du 49.3 n'est pas dans les gènes de la gauche, au sens où c'est par essence la mesure de la Constitution qui affaiblit le Parlement. Ouais. On sait que la gauche l'a utilisé à de nombreuses reprises, mais je crois que c'est une première que le Parti socialiste fasse un communiqué de presse pour soutenir l'utilisation du 49.3. Et c'était le sens de mon commentaire. Ça vous a choqué, donc. Ça me choque parce que je pense que le Parti socialiste rappelle systématiquement dans toutes ses motions, y compris celles qui sont ultra-majoritaires, qu'on est un parti pour une république parlementaire et que toutes les mesures, et d'ailleurs on sait très bien qu'un certain nombre d'amendements de suppression du 49.3 avaient été signé à de nombreuses reprises par des responsables politiques au gouvernement actuellement. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la bonne façon d'utiliser la Constitution. Si la gauche en avait les moyens, il faudrait la supprimer, cet article, cette disposition de la Constitution? J'ai été très claire depuis toujours. Je suis pour une république parlementaire, il faut supprimer le 49.3. Donc vous êtes aussi contre le régime semi-présidentiel dans lequel nous sommes? J'ai toujours pensé qu'on avait un problème de clarification depuis 1958. C'est un passage en force ou c'est un signe de faiblesse du gouvernement? Je pense que c'est un passage en force et c'est ça mon point de regret. Moi, je fais partie de ceux qui étaient à l'aise avec l'article 2, donc la fameuse inversion des normes. L'inversion des normes, c'est-à-dire que les normes de l'entreprise prévalent sur les normes de la branche. Je suis pour les accords d'entreprise. Nous avions posé avec la Fabrique une vingtaine d'amendements avec des vrais sujets, vrais sujets de débat. Nous avions parfaitement conscience que le texte n'avait rien à voir avec la première version, avec des choses, les pires choses avaient été retirées. C'est-à-dire plafonnement des indemnités prud'homales, les apprentis qui pouvaient travailler plus longtemps. On ne va pas faire la comparaison entre les deux textes. La première version et la dernière version est totalement impossible à faire, tellement c'est plus le même texte. Mais en revanche, Yves Tréhard, mon vrai sujet n'est pas celui-là. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le texte n'a pas été débattu. C'est un texte qui concerne tous les Français, parce que tous les Français ont à un moment ou un autre eu un contrat de travail. C'est la vie de tous les jours. C'est un texte qui, par ailleurs, apporte des droits aux salariés. Et ce texte n'aura même pas été débattu à l'Assemblée nationale. Il était bon, ce texte? Je pense que sur beaucoup de points, il est bon d'ailleurs, parce que attention, on attend la version qui sera au final soumise 49.3, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, on avait des points durs, on voulait qu'il y ait... lesquels, par exemple? On avait par exemple la demande qui était faite de réencadrer très fortement les accords offensifs. On avait une demande très importante venant de la base du Parti socialiste, de revenir sur la mesure hors supplémentaire, notamment la question de la période de référence. Bref, on avait des tas de choses qu'on voulait discuter, des droits qu'on voulait ajouter, et puis surtout, on voulait aussi défendre les droits qui sont dans ce texte de loi. L'utilisation du 49.3 ne permet pas d'avoir cette discussion. Vous l'auriez voté, ce texte? Probablement qu'à la fin, oui, tout à fait. D'accord. Vous avez vu qu'il y a un raidissement, un durcissement chez les syndicats, dans la rue, Nuit debout. Ça peut déboucher sur quoi, ça? Écoutez, ça vous fait peur?
Non seulement je suis inquiète, mais je l'ai dit au Premier ministre lors de la réunion à Matignon hier matin. Je me rappelle très bien avoir dit, le 49.3, c'est la République de Cro-Magnon pour les gens. Donc on va avoir des mouvements dans la rue. Et d'autres personnes autour de la table avaient avaient appuyé cette remarque. Oui. On a donné les alertes. J'avais également au Bureau national du Parti socialiste, et je n'étais pas la seule, demandé à ce qu'on n'utilise pas le 49.3 sur cette loi particulière. La mobilisation sociale, sociétale, vient du fond. Toute la nuit, j'ai reçu des mails de ma circonscription me demandant de voter la censure. Toute la nuit. Donc on est en face d'un problème politique qui va nous coûter très cher en 2017. Ça peut exploser. Il peut y avoir un printemps mouvementé. Je ne le souhaite absolument pas et je vais faire en sorte d'aller expliquer, d'aller faire en sorte, en tout cas chez moi, dans ma circonscription, d'aller au dialogue maximum. Mais on a donné à quelques-uns les alertes maximales depuis lundi matin. On n'a pas été entendu. Est-ce que, vous l'avez déjà dit, mais là, ça y est, c'est acté, l'explosion de la gauche, c'est une réalité? Je pense que la gauche est en train de se diviser très profondément sur cette question-là, sur les deux questions, à la fois la loi travail et la question institutionnelle et politique, c'est-à-dire ce passage en force par l'exécutif sans passage par le parlementaire. Mais je sais aussi, et je continuerai à répéter, que la gauche divisée, ça ne passe pas le premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc soit on a encore envie un jour de rediriger ce pays après tout ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, on doit trouver un point d'entente, on doit s'écouter, on ne doit pas passer en force sur ce genre de texte. Soit on a décidé qu'on n'était plus intéressé par les premiers tours d'élection présidentielle, et dans ce cas-là, on sera divisé. Mais alors, c'est cuit pour 2017 ? Je pense que ce qui se passe cette semaine met en danger la situation politique de 2017 pour la gauche. On n'a pas enclenché que le 49.3, on a peut-être aussi enclenché la machine à perdre. La machine à perdre. Ah oui, d'accord. Et vous, personnellement, votre candidat, ça sera Hollande ? J'ai toujours dit que nous demandions des primaires. Nous redemandons encore plus fortement des primaires de gauche avant l'élection 2017. Il faut aussi que le président de la République nous dise exactement quel est son rapport aux institutions de la Ve République. Est-ce qu'il a souhaité vraiment utiliser ce 49.3 quelle que soit la position du Parlement. C'est un élément qui fera partie, je pense, du débat de la gauche l'année prochaine. Vous vous situez où, vous, Karine Berger, votre mouvement dans le En plein cœur du Parti socialiste. En plein cœur du Parti socialiste. Vous n'êtes ni avec les frondeurs et ni avec, comment on les appelle, les autres ? Les sociaux-libéraux, je ne sais plus très bien, parce que au milieu de tous ceux qui aujourd'hui sont appelés comme légitimistes, il y a des gens qui sont pro-Valls à fond, il y a des gens qui, je pense, sont pro-Hollande à fond. Je ne suis pas certaine d'ailleurs que l'alliance de tout ça constitue une majorité. Il ne vous plaît pas le Parti socialiste aujourd'hui tel qu'il est ? Mais mon parti, j'aime mon parti, mais je voudrais que mon parti ne fasse pas des communiqués de presse un 10 mai pour expliquer que le 49.3 c'est bien. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Parti socialiste et ce n'est pas la gauche. Alors, deux autres petites questions. Une question sur la droite. Vous avez lu le programme économique d'Alain Juppé ? Ah oui, ça, on n'est pas déçus. Oui, alors ? C'est libéralisme total. Les mesures de suppression de finances publiques sont complètement délirantes. 90 milliards d'euros sur 5 ans. Il faut juste rappeler quand même que le budget de l'État, c'est 300 milliards, enfin un peu plus. Donc comment on fait pour supprimer ? Donc M. Juppé annonce un massacre dans la fonction publique de l'éducation nationale, sans doute un massacre aussi dans la fonction publique hospitalière. Tout ceci n'est pas réaliste. On sait bien que M. Juppé est en bataille à l'intérieur de la primaire de la droite. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait certaine que c'est au travers de ce discours simpliste et qui ne correspond à aucune réalité du fonctionnement de l'État français qu'il arrivera à gagner les électeurs de droite. Pour vous, c'est complètement déraisonnable, hors des réalités ? C'est hors des réalités. Personne aujourd'hui n'est capable de baisser de 90 milliards la dépense publique. La gauche, depuis 4 ans, ce gouvernement ces gouvernements sont les premiers à faire enfin fortement ralentir la dépense publique totale. On a divisé par 2 l'évolution des dépenses publiques par rapport au quinquennat précédent. C'est déjà énorme. Vous avez ralenti les dépenses. Oui, non, mais mais monsieur Juppé, qui, quand il était avec ses amis au pouvoir, n'a jamais même réussi à les ralentir, nous explique qu'il va les baisser d'un coup de baguette magique de 90 milliards, soit alors il a décidé de virer à peu près tous les profs et les policiers de ce pays. Alors, il y a les accusations portées contre, alors là on change complètement de sujet, contre Denis Baupin, et député ex-Europe Écologie Les Verts, pour harcèlement sexuel, peut-être plus, on ne sait pas.
Il y a eu aussi le cas qui a été évoqué, celui de Michel Sapin, ministre des Finances. C'est quelque chose que vous n'allez pas lâcher, ça, c'est un sujet. On reproche à Michel Sapin des gestes qu'il aurait eus envers une journaliste. Je suis persuadée qu'on est en train de changer culturellement à la fois le monde politique et le monde de l'entreprise sur ces questions-là. Dans le monde de l'entreprise, beaucoup de choses ont été faites et je peux vous assurer que quand il y a des problèmes, j'ai eu des cas de problèmes, c'est réglé très rapidement. Le monde politique est en train de bouger. La parole... Parler de tout ça est indispensable. Les élus verts qui ont fait, qui ont fait ça cette semaine vis-à-vis de M. Baupin ont fait quelque chose de très sain. Madame Bateau, au nom de tous les socialistes, en tout cas de ceux qui veulent faire avancer les choses, l'a fait pour Michel Sapin. Et au bureau national du Parti socialiste lundi soir, nous avons été quelques-uns aussi à demander à ce qu'on parle du cas de Michel Sapin. Depuis lors, il s'est exprimé, il s'est excusé. La personne qui est considérée comme visée par cette problématique n'a pas fait suite. Donc nous pouvons considérer que sur ce point-là, les choses sont closes. Mais je n'accepte pas qu'on reproche à qui que ce soit de parler de ces choses-là aujourd'hui. C'est la seule façon de faire avancer la culture sur ces questions-là. D'accord. Est-ce que vous... comment vous voyez quand même, il y a quand même l'installation d'une espèce de tribunal médiatique qui se met en place? Non. Vous ne le regrettez pas? Non, parce qu'encore une fois, la France a besoin d'un coup de jeune sur ces questions-là. La France a besoin de rappeler que dans le monde... C'est une question de génération? Je finis par me demander effectivement s'il n'y a pas une dimension générationnelle. On le voit à l'intérieur même du Parti socialiste. Je pense à des jeunes élus, je pense à des gens comme Sébastien Denaja ou Benjamin Lucas, qui ont des paroles extrêmement évidentes, fortes, féministes. Et sur tout ça, les réactions sont immédiates. C'est un peu plus lent de la part d'une génération plus avancée. D'accord. C'était le talk de Karine Berger en pleine tourmente à l'Assemblée nationale qui nous a dit combien elle détestait cet article 49.3 puisqu'elle est pour un régime parlementaire plein et entier qui ait les pouvoirs et que là c'est vraiment une rupture par rapport à ça, qu'on est revenu à la République de Cro-Magnon et que il y avait un grand danger autour de ce texte pour 2017 que la gauche justement ne soit pas au rendez-vous et que la machine à perdre soit enclenchée alors que ce texte précisément elle aurait pu s'en accommoder. Merci Karine Berger. Merci à vous.